Au début du quinquennat, le discours de Rungis et les états généraux de l'alimentation ont pu faire croire à une réelle volonté de changer la donne. Le président de la République promettait ainsi une loi, je cite, « permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé ». La loi Egalim, très modestement corrigée par la loi Egalim 2, vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre, a rapidement montré toutes les limites de la théorie du ruissellement appliqué à l'agroalimentaire, avec une baisse du prix d'achat aux producteurs en 2019. Le bilan, un constat d'échec unanimement partagé, sauf bien sûr au sein de la grande distribution. Cet amendement s'inscrit dans la continuité du précédent. Il vise à prévoir que les cas dans lesquels pourront être appliquées des pénalités logistiques devront être justifiés par une perte du chiffre d'affaires. Il s'agit de s'assurer d'une application juste et proportionnée des sanctions et éviter ainsi les nombreux abus auxquels nous assistons actuellement et dont les fournisseurs sont les uniques victimes. Nous estimons que si aucune perte de chiffre d'affaires n'est enregistrée, il n'existe aucune justification d'appliquer des pénalités aux fournisseurs. Il est trop fréquent que les pénalités logistiques deviennent des sources de profit à part entière pour la distribution, ce que nous combattons farouchement. Au sein de la filière agroalimentaire, on peut réellement se questionner sur l'organisation de la concurrence entre les principaux acteurs. En effet, 4 principales centrales d'achat occupent très majoritairement le marché, de manière hégémonique, presque si j'ose dire. Et malheureusement, le constat que nous pouvons dresser est que cette domination des grandes centrales appartenant à des grands groupes de distribution est un des facteurs qui bloquent la bonne répartition des revenus au sein de la filière agroalimentaire. La loi Egalim 1, on va dire, s'est directement confrontée à cette limite et le sort risque d'être le même pour la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite Egalim 2. Aussi, monsieur, j'aimerais connaître votre approche et votre regard très clair sur la concurrence dans le secteur agroalimentaire. La manière dont l'autorité peut contribuer à un bon fonctionnement des marchés agricoles et à sécuriser aussi les revenus des agriculteurs, c'est la mission fondamentale de l'autorité, c'est finalement dans tous les secteurs de protéger les petits contre les gros. Et il y a un certain nombre d'outils concrets qu'a l'autorité de la concurrence sur ces marchés agricoles. Je pense particulièrement sur les centrales d'achat. Le sujet de long terme, c'est de changer les équilibres structurels et c'est que les agriculteurs puissent mieux se regrouper et mieux peser sur les négociations. En matière agricole, le programme d'Emmanuel Macron en 2017 mettait en avant 2 grandes priorités, le rééquilibrage de la valeur au sein des filières et les pesticides. Le candidat Emmanuel Macron avait également promis, je cite, un calendrier prévoyant l'élimination progressive des pesticides et le développement d'alternatives. Quant aux alternatives, une première brèche a été ouverte avec la réautorisation des néonicotinoïdes pour la filière betterave. Finalement, à quoi bon rechercher des alternatives si le gouvernement accepte de détricoter la loi à la demande? Le bilan, un échec de l'aveu même du président de la République sur le glyphosate, qui devait être interdit sous 3 ans et dont les ventes ont à peine baissé de 2%. Comme nous l'indiquons depuis le début de l'examen de cette proposition de loi, nous pensons que mettre en place un dispositif de contrôle en assortissant d'autant de mesures dérogatoires ou compensatoires rendra le système inopérant. Pire, il pourra même devenir attractif pour des personnes peu scrupuleuses souhaitant s'affranchir de certaines règles de contrôle. Il pourrait ainsi donner une assise juridique et une légitimité à des phénomènes d'accaparement des terres par le biais du phénomène sociétaire que ce texte est censé combattre. D'ores et déjà, le monde agricole contribue de manière significative à la décarbonation de notre mix énergétique. Comme le rappellent les auteurs de la PPR, 50 000 exploitations agricoles participent à la production d'environ 20% de notre énergie renouvelable. Ce défi de premier plan ne doit pas nous faire perdre de vue un autre enjeu majeur, celui de la préservation de la vocation nourricière des terres agricoles. Face à l'insuffisance des revenus issus de l'agriculture, de plus en plus d'exploitants se tournent vers la production d'énergie, plus rémunératrice. La tentation est grande. Quand on sait que le loyer versé pour une installation solaire peut être 10 fois plus élevé que ce que rapporte la terre à un exploitant, cette mise en concurrence participe en outre d'une spéculation sur le foncier agricole et accentue les difficultés d'installation dans un contexte de doublement du prix des terres agricoles en 20 ans et de raréfaction des terres disponibles. Ainsi, mon groupe, socialiste, écologiste et républicain, est tout à fait disposé à soutenir le développement de l'agrivoltaïsme dès lors qu'il s'agit bien des techniques ayant d'abord pour but d'améliorer la production agricole et donc de l'utiliser comme un alibi au profit d'une production plus rentable. Il y a quand même des décisions qu'on devrait encourager rapidement pour justement peut-être enrayer les conséquences de cette crise, enfin de cette guerre.
on pourrait imaginer stopper la production des biocarburants pendant un temps, ça mobilise quand même 1000% de la production mondiale de céréales, la surface qui est consacrée aux biocarburants, réhabiliter les stocks alimentaires, rediriger les aides PAC. Aujourd'hui, les cours des céréales peuvent peut-être permettre aux céréaliers de tenir le coup, et les éleveurs, par contre, prennent de plein fouet l'augmentation des prix.